si vous voulez faire de bonnes analyses, il faut voir ce que font les pays occidentaux et avec quel but. Et ils le font généralement pour leurs propres intérêts. Ils ne le font pas pour l'intérêt du Congolais. Et c'est malheureux, hein? C'est malheureux, mais c'est le même cas pour le Rwanda et pour le Burundi, etc. Hein? C'est pour tous les pays du monde. C'est pour ça que quand un politicien me parle des droits de l'homme, il faut faire ceci, cela pour les droits de l'homme. Moi, je dis toujours, bon, c'est beau de le dire. Voilà, nous allons, ça va durer, ça sera une minute de silence, au moins 2 minutes, et tout ça, nous allons nous lever, garder silence, et après il y aura une chanson qui va retentir. Les amis qui sont tombés cette journée-là, du 26 novembre, 14, 15, 16 heures, on a tiré sur eux. Une femme enceinte a perdu son bébé. Un jeune a été amputé à l'hôpital Bondeko. Un autre a perdu ses doigts. Tout ça pour la justice, parce qu'ils ont choisi la démocratie. Il y a des mamans qui ont perdu leurs enfants. Il y a des enfants qui ont perdu des parents. Il y a des gens qui ont tout perdu. Parce qu'un jour, ils se sont dit, je vais me lever et je vais aller à l'aéroport. Parce que mon président, la personne qui me donnera la paix, arrive. Seulement pour aller chercher cet homme-là. Aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Et demain, la personne qui est à nos côtés, le frère ou la sœur qui est à côté de nous maintenant, si ça lui arrive demain, est-ce que nous allons abandonner la lutte ou nous allons continuer? C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Quand nous disons nous sommes fatigués, quand nous disons je n'ai plus la force de combattre, est-ce que nous avons raison ou tort? Parce que ces gens-là qui sont tombés nous interpellent aujourd'hui. Quand on torture nos frères, à la nerf, chez Kimbuta, Bisegimana et autres, quand ils torturent nos frères crient « Maman Marie-Paul, tu es où ?» Monsieur Babibalokuna, tu es où? Viens me sauver. Jacques Tshisekedi, tu es où? Voilà ce que nos amis sont en train de dire. Traité l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Voilà, il y a une tradition. Monsieur le représentant, nous saluons, nous vous disons la bienvenue pour cette manifestation. Comme il a dit, ce n'est pas un jour de joie, c'est un jour où nous devons méditer. Voilà pourquoi nous sommes là uniquement pour penser. Et en réfléchissant, en pensant, nous continuons la lutte parce que la lutte n'a pas encore pris fin. Et nous avons l'habitude dans Bruxelles capitale de parler en français, de parler en lingala. Le peu de mots que j'ai dit en français, c'est pour nos invités qui sont là. Et maintenant, nous allons parler dans la langue du combat, c'est-à-dire le lingala. Ata babomi, bakobomati, bakolemba. Tina, nandimaki ngango ya awa, ngango koloba na pino, le 26 bas au moyen, ya koloba. Donc nous voulons pendant le programme que ceux qui viendront prendre la parole puissent parler un peu, mais qu'ils laissent beaucoup plus la place à notre cher Peter. Je dirais qu'il sera là parce que lui, c'est le véritable témoin. Quand la presse francophone ne disait rien, en ce moment-là, et pourtant il y avait des choses qui se passaient, et par d'autres canaux, on avait déjà su, nos amis qui sont en Flandre nous avaient recommandé de prendre en contact avec Peter. Et tout le monde a pu voir ces images-là. J'espère que ce soir, vous allez voir aussi ces images-là, comment ça s'est passé. Il a aussi des témoignages. Vivant lui-même, il a rencontré des gens, il a vu. Et je crois qu'il va nous parler de cela.
Donc, encore une fois, au nom de l'UTPS, soyez tous les bienvenus. Merci. Merci. Applaudissez pour Mitch. Merci. Voilà, donc, après ces mots de bienvenue, donc Mitch, mon terrain, mon conseiller terrain et Bibiso, donc Toki Siko Yokosa, la manifestation d'Abiso dans le calme et dans la joie. Nous sommes venus commémorer la journée du 28, mais j'aimerais quand même rappeler qu'il y a eu des violences avant la campagne, pendant la campagne et après la campagne. Donc c'est une occasion de commémorer tous ces morts. Puisque je prendrai un petit exemple, lorsque nous nous sommes rendus avec l'ancien secrétaire général. À vous, nos camarades tombés sous le bal de M. Kabila, vous que nous considérons comme des héros nationaux, nous voulons vous témoigner notre reconnaissance pour votre sacrifice pour la nation congolaise. Si vous pouviez nous attendre en ces moments précis, sachez-le qu'un tel sacrifice n'est jamais en vain. C'est pourquoi nous aussi nous continuons à mener cette lutte jusqu'au bout avec le même dévouement, la même détermination, le même courage et l'état d'esprit qui nous ont animés. Votre sang versé nous fortifie chaque jour dans ces luttes, dans ces combats bien nobles. Distingués invités, chers compatriotes, si les voyants héros que nous commémorons ce soir ont pu tenir bon, c'est sans doute aussi parce qu'ils n'ont jamais oublié de penser aux multiples exemples des héros qui les ont précédés dans notre pays et ailleurs dans le monde. Ces hommes et femmes forts, courageux, militaient tout au long de leur vie pour la paix, la justice, la liberté, non seulement dans leur pays, mais également à travers le monde entier. Congo, Congo ne mboka, Congo, mboka ya Bangkoko. Congo, Congo ya Lumumba, Congo, Congo ya Kimbangu. Congo. Cette soirée, parce que il est très rare que nous puissions penser à des événements qui se sont passés, parce que dans le milieu congolais, nous disons, les Congolais ont toujours la mémoire courte. Ils oublient même ce qui vient de leur arriver hier. Alors ça c'est très bien. Nous parlons des faits qui se sont déroulés il y a de cela 5 ans. Et ma petite contribution insiste aussi sur le fait que nous ne pouvons pas que donner de l'importance aux morts, mais il y a eu aussi des héros vivants qui ont beaucoup donné, qui en sont sortis peut-être avec un bras coupé, avec une blessure, une lésion quelque part, mais on néglige ça. On va d'abord applaudir aussi pour les héros vivants, s'il vous plaît. Madame Daniela Lusangu vient de vous expliquer. Là, Tshisekedi était libre de ses mouvements. Il prenait son avion, il partait là où il pouvait. Mais à partir du moment où les pouvoirs avaient peur de se retrouver dans la même ville avec 2 meetings, un meeting Yampiaka, comme nous disons à Lingala, le meeting du candidat numéro 3, et un meeting, il y a Impact, na idéologie, Balobaka, celui de notre président, gouverneur de la ville. Il était allé au-dessus de la CENI, au-dessus des institutions qui organisaient des élections pour empêcher la tenue de tous les 2 meetings. Pourtant, nous savons très bien que leur meeting est à mais Bolali, et ces meetings, je me retrouvais à 2. J'ai souffré dans mon cœur. Je lui ai dit, mais président Diomi, toi tu as au moins les moyens. Mettons, essayons d'appeler tous ces gens qui ont été publiés par Ngoï Mulunda pour qu'on discute. Total Ndengeni Tokoko Bundapona, mot d'ordre du président Ezala, respecté. Nous étions dans son bureau à 2. Il m'a dit, mais bon, tu veux qu'on appelle qui? Essaye un peu d'appeler. Avant d'aller chez lui, je suis passé chez Fayoulou. Je lui ai explosé la même idée. J'avais même des larmes ce jour-là. Président, désolé, quand vous en avez parti, vous étiez quand même avec le président. À l'obby, il faut tout ça.
Fayoul ne me dira même pas. Si vous allez publier, c'est à vous, mais je préfère que cette partie-là, vous ne publiez pas, parce que vous connaissez la animosité qui existe en politique. Fayoul ne me dira même pas que le même soir, ils avaient déjà eu une réunion. Bango wana unga na banda ko kansa. Bao batanga ki bango comme député. Na banda souhaité tout sangana. Parce qu'avant les résultats, nous étions ensemble. Comment se fait-il que tant qu'on va résulter bimi, tous ça soit ensemble l'été? Populaire, il a vécu, il a vu tout, il était à côté de notre président, il a vu la souffrance de notre peuple. Je vous demande d'applaudir M. Peter Verlinen. Merci. Oui, bonsoir tout le monde. C'est une beauté. C'est un peu difficile quand on doit sauter dans cette ambiance que vous vivez déjà depuis un certain temps. Moi, je viens de tant d'autres engagements, mais c'est vrai, j'ai fait le tout pour être ici. Pas pour témoigner de mon travail exceptionnel, parce que quant à moi, ça n'a pas été exceptionnel du tout. J'ai simplement fait mon travail. Un journaliste doit observer. Je ne suis pas membre de l'UDTPS. J'espère qu'il y en a d'autres encore ici, parce que sinon je me sens tout à fait solitaire. Voilà. Il faut aussi qu'il y ait tout le monde qui peut vivre, qui peut se rappeler ce qui s'est passé. Mais c'est vrai, j'étais à Kinshasa, ce fameux, il y a 4 ans maintenant, ce fameux 26 novembre, même quelques jours avant. Et j'ai retrouvé, enfin pas retrouvé, j'ai retracé dans mon ordinateur quelques reportages que j'ai faits dans le temps. Et c'est ça ce que je voudrais vous présenter pour vous rappeler un peu ce que nous, en tant que journalistes de l'Occident, ont pu faire. C'est vrai que beaucoup de journalistes n'ont pas fait le travail comme moi je l'ai fait. Et je pense que la seule explication, c'est que ce n'était pas la première fois que j'étais au Congo. Je suis dans le dossier du Congo depuis 1989, d'abord comme attaché de presse au ministre de la Coopération au Développement. Et depuis 93-94 environ, je travaille pour la télévision et je m'ai spécialisé de plus en plus dans l'Afrique centrale. C'est-à-dire qu'environ la moitié de mon temps, je peux utiliser pour travailler sur le Congo, le Rwanda et le Burundi. Pour le Rwanda, ça a diminué un petit peu parce que nos amis à Kigali m'empêchent depuis bientôt 10 ans d'encore visiter leur pays. Je ne reçois plus de visa pour le Rwanda. Mais bon, ça c'est leur problème. J'essaie de suivre le dossier de tant d'autres façons. C'est-à-dire le travail que j'ai fait lors des élections de 2011, c'était un peu la même chose que j'ai fait en 2006 avec les premières élections démocratiques dans le temps. Mais c'est vrai que c'était tout à fait différent. Même si en 2006, on avait déjà remarqué un nombre important de dérives, d'irrégularités, etc., c'était encore des élections qui étaient plus ou moins acceptables. On peut en discuter, mais bon, il y avait certaines indications que ceux qui avaient voté, je connais très bien évidemment la position de l'UDPS dans le temps, mais ceux qui avaient voté, que ça s'était représenté dans le résultat des élections. On n'est pas tout à fait sûr que c'était exact, mais c'était quand même plus ou moins acceptable sur des niveaux internationaux. Ce qui n'était pas du tout le cas en 2011. Ce n'était pas du tout le cas en 2011 et le pourquoi, ça c'est une autre chose, ça c'est l'analyse politique, on pourrait le faire après si vous désirez, mais je veux vous montrer les faits sur le terrain. Et avant que je vous montre le premier reportage que j'ai fait dans le temps, c'est-à-dire le reportage de cette fameuse démonstration, cette fameuse... en fait, tous les émeutes qui se sont passées le fameux 26 novembre, ce reportage qu'on a fait pendant le jour, juste avant, j'avais eu des contacts avec des diplomates européens, aussi belges, et puisque je travaille depuis si longtemps sur ce dossier, je les connaissais assez bien, et pour eux c'était tout à fait clair, le seul président possible à élire, c'était M. Kabila. C'est comme si c'était déjà décidé. Et pour moi-même aussi, j'étais un peu étonné aussi de leur ton franc qu'ils utilisaient. C'était pour eux une évidence.
Et le raisonnement, mais naturellement qu'ils ne vont jamais dire ça ouvertement, mais le raisonnement derrière les écrans était, avec Kabila, on sait au moins qui on a dans le panier, alors qu'avec un autre, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et c'est comme toujours, quant à moi, c'est mon analyse, l'Occident veut avoir un contrôle sur ce qui se passe en Afrique. Pas seulement au Congo, aussi ailleurs. Et si l'on qu'ils pensent pouvoir contrôler ce qui se passe en Afrique, ils vont pousser ces dirigeants qui leur sont confiants, avec lesquels ils peuvent faire leurs affaires. Et ça m'avait déjà étonné dès le début et ça me rendait doublement critique envers le déroulement des élections même. Vient alors cette fameuse manifestation. Je vous montre aussi, pour moi, ça fait beaucoup d'années que j'ai encore regardé cette émission. Ce sont des sujets journal, ce sont des sujets de 2 minutes, 2 minutes quart. On ne fait pas plus chez nous dans le journal. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas prendre toute votre soirée. Je vais vous montrer en tout 4 sujets et donner certains commentaires. Et après, on peut prendre des questions et on peut encore discuter entre nous. Alors tout d'abord, je vais vous montrer le reportage bilan définitif. Mais ça, c'était une information en ce moment. Alors, on a, pendant la soirée, j'étais informé qu'il y avait moyen d'aller jusqu'à la permanence de l'UDPS. Et le reportage que je vais vous montrer maintenant, j'étais le seul à filmer cela. Mais il faut savoir que les reportages que nous faisons à la VRT, à la télévision publique belge néerlandophone, mais c'est le même cas pour toutes les télévisions publiques, que on n'était pas vraiment au courant de ce qui s'est passé après. Ça, nous avons appris seulement après. Alors, il y a à Kinshasa même, où j'avais suivi les élections, où j'avais aussi suivi le dépouillage et le comptage, etc., que dans presque tous les endroits qu'on a visités, c'était quand même une dizaine, évidemment on ne peut pas en seule équipe contrôler le tout, mais que dans tous ces endroits, Tshisekedi avait une large majorité. Alors au moins, on savait bien que pour Kinshasa, au moins, et on était bien sûr aussi au courant de l'atmosphère partout dans le pays, parce que il y avait des observateurs internationaux qui étaient présents un peu partout, et il y en avait dedans, il y en avait qui ne connaissaient pas du tout le Congo malheureusement, mais il y avait aussi dedans qui connaissaient très bien le Congo. Et quand je les téléphonais depuis Kinshasa, un ami qui était à Bunia par exemple, un autre qui était à Kisangani, il n'a pas fait tout, il a fait beaucoup, mais pas tout. Deuxièmement, c'est clair que la question du 3e mandat, c'est un problème très difficile pour l'Occident, pour de différentes raisons. Dans certains cas, par exemple le Rwanda, où il y a une sorte de stabilité, qui, quant à moi, c'est une stabilité virtuelle, c'est une stabilité qui cache beaucoup d'autres choses, c'est une stabilité de répression, mais néanmoins, pour le monde extérieur, pour l'Occident, c'est une stabilité. Alors, on voit aux réactions de ce qui se passe au Rwanda, avec le changement de la constitution, etc., on sent très bien qu'à part des Américains qui ont donné quelques communiqués critiques, que l'Europe, par exemple, et la Belgique surtout, ne bougent pas du tout. Parce que pour eux, ce serait facile que Kagame reste, parce qu'il donne une stabilité, parce qu'il ne voit pas plus loin que quelques années. Il ne voit pas que cette stabilité cache tant d'autres choses que plus ou moins ça va éclater. En ce qui concerne le Congo, c'est plus compliqué que ça, parce que Kabila ne semble plus garantir la stabilité. Alors la grande question, c'est qui peut garantir la stabilité? Pour l'Occident en général, pour eux, ils ne tiennent pas compte de la volonté du peuple. Je sais que c'est une expression très dure que j'utilise et c'est pour ça que je vous dis, je peux l'expliquer ici entre nous. Si je devrais expliquer ça à la télévision, je dois utiliser des phrases un peu plus prudentes. Mais en fait, c'est ça la réalité. Pour eux, ce n'est pas important si c'est vraiment la volonté du peuple. Ce qui pour eux, ce qui est important, c'est d'avoir un leader qui peut garantir une stabilité et une bonne relation avec l'Occident. Alors, qui est là? Ça, c'est la grande différence avec le Rwanda. Pour le Congo, il y a certaines alternatives. On a Moïse Katumbi maintenant, qui ne s'est pas encore prononcé officiellement, nous savons tous, mais qui
sans doute va se présenter, et j'ai l'impression que ce genre d'homme politique, ça pourrait bien servir l'Occident. Je ne dis pas que c'était nécessairement lui, mais c'est une alternative valable, parce que c'est quelqu'un qui était déjà à un poste élevé, c'est quelqu'un qui a de très bonnes relations avec l'Occident, surtout sur le niveau économique, mais aussi bien sur le niveau politique. J'ai visité le Katanga plusieurs fois les dernières années ensemble avec les ministres belges, et on voyait très très bien que cette relation, Moïse avec les politiciens belges et aussi avec les Européens, c'est une personnalité qui pourrait être acceptable. Tshisekedi, honnêtement, mon impression, c'est que pour l'Occident, il est déjà hors concours, parce qu'il est devenu trop vieux. Je vous parle franchement, et qu'ils disent, lui, avec lui, on ne peut pas arriver quelque part. C'est un peu ce qu'on avait eu avec Kizenga quand il était Premier ministre. Il ne marche plus, qu'est-ce qu'il va faire, on ne peut pas raisonner avec lui, etc. Mais de nouveau, la volonté du peuple, ce n'est pas vraiment sur leur agenda. Alors c'était beaucoup plus compliqué qu'il y a que 5 ans avant. En 2011, c'était beaucoup plus facile, parce qu'il n'y avait pas de problème pour un deuxième mandat, pour Kabila. C'était quelqu'un qui collabora bien, etc. Oui, merci. Une deuxième question. Le peuple congolais va forcer les Occidentaux à le mettre en place, parce que l'État est révolu. Oui, mais les Congolais sont plus matures. Ils ont plus de la patience que les Congolais avaient avant. Ils n'ont plus. Parce qu'ils ont vu tellement des injustices. J'ai été ravi de voir qu'en France, on a été attaqué récemment. Il y a un journaliste qui parlait de malheur de Français, de mes compatriotes français aussi, en même temps. Et l'économiste qui était là, il a dit, mais on se lamente pour les Français. Vous savez, il y a plus de 3 millions de morts au Congo. Personne n'en parle. Voilà, c'est juste pour dire cette patience on l'a plus. Oui, mais je veux juste dire je veux juste ajouter une phrase. Vous avez, enfin, je dois être prudent parce que je suis journaliste et pas politicien. C'est pas à moi de donner vraiment des opinions personnelles, mais néanmoins, je vais vous dire que votre analyse est très claire et je pense que largement je le soutiens. Le problème, c'est seulement qu'on ne peut pas toujours voir dans les cerveaux de ces dirigeants occidentaux. Je vous signale seulement que cette remarque sur l'âge de Tshisekedi, que j'ai appris ça plusieurs fois, et même si ce n'est pas raisonnable, je l'ai appris, même déjà en 2011. Alors, peut-être que c'est une remarque qu'ils utilisent pour leurs propres besoins. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Oui, ça c'est fort possible. Absolument. Voilà. Par le sort des Congolais même, on n'aurait pas eu les 50 ans qu'on a eu. Ils auraient déjà intervenu auprès de Mobutu au moment que Mobutu commençait à dériver, au début des années 70. Parce que dans mon analyse, au début de Mobutu, 65, bon, il n'était pas mal. Il a stabilisé, il a donné les choses à l'économie, etc. Et c'est plutôt dès les années 70, 75, vers la fin des années 70, les grandes dérives ont commencé, le pillage du pays, la répression, etc., etc. Même si avant il y a eu certaines choses, ça je sais très bien, mais généralement, et le pays est tombé complètement en faillite. Pas seulement en faillite politique, mais aussi en faillite économique. Mais l'Occident n'a pas bougé. L'Occident n'a pas bougé. Quand moi je suis arrivé en 89 au cabinet de la coopération au développement, on parlait de la fin de Mobutu. Et on disait, au sein du cabinet du ministre dans le temps, on disait, oh, Mobutu, c'est une question de quelques mois, maximum 1 an. Il est encore resté 8 ans. Alors ça veut dire, pour moi, ce n'est que pour vous dire, si vous voulez faire de bonnes analyses, il faut voir ce que font les pays occidentaux et avec quel but. Et ils le font généralement pour leurs propres intérêts. Ils ne le font pas pour l'intérêt du Congolais. Et c'est malheureux, mais c'est le même cas pour le Rwanda et pour le Burundi, etc. C'est pour tous les pays du monde. C'est pour ça que quand un politicien me parle des droits de l'homme, il faut faire ceci, cela pour les droits de l'homme. Moi je dis toujours, bon, c'est beau de le dire, mais qu'est-ce que vous faites avec les droits de l'homme dans tel et tel